La saison du Real Madrid, le mercato et l'ère Xabi Alonso qui arrive, vu par Yanis, alias l'immigré parisien. Ravi de t'avoir avec nous, Yanis. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien et vous, merci de l'invitation, ça me fait plaisir et content d'être là du coup. Bah écoute, Un véritable honneur de t'avoir, Yanis, moi particulièrement, parce que je sais que tu es un personnage un peu clivant comme moi et je suis très très content d'avoir un passionné comme ça, quelqu'un de vindicatif, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, c'est gentil. Bah, hâte de commencer le sujet, on va voir de quoi on va parler un peu, parce que j'avoue que là, pour l'instant, je sais pas. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. De toute façon, j'ai bien suivi le Real cette saison, donc il y a pas mal de choses à dire, je pense. on te fait confiance. Ouais. Bon, on tourne jeudi, je précise aux gens qui nous regardent. Et donc la finale de Ligue des Champions sera passée au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais force à toi, Yanis, et à ton Paris Saint-Germain pour décrocher cette première Ligue des Champions, cher ami. Ouais, Bon, merci beaucoup. Mais après, ouais, c'est vrai, parce que la vidéo, du coup, quand elle va sortir, la finale sera passée. À tout moment, on a perdu la finale. Là, on me voit rigoler. le mec, il va rien comprendre. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? grave, non, ça serait terrible. Oh, putain. Bon, évidemment, on te le souhaite pas. Première question, évidemment, on sait que tu commentes énormément les matchs du Real Madrid. C'était pas trop chiant cette année de commenter les matchs du Real? Bah, franchement, il y avait une sacrée différence entre le plaisir qu'on prenait quand c'était le Barça ou quand c'était le Real. J'avoue que c'était assez ennuyeux, il se passait pas grand-chose. Tu voyais que tactiquement, c'était pas fameux. Il y avait rien de spécial, on va dire, qui se passait, mais le Real arrivait à gagner les matchs et tu as réussi à rester dans la course sur toutes les compétitions pendant très, très, très longtemps. Mais j'avoue qu'en termes d'ennui, ouais, il y avait eu quand même énormément d'ennuis. Tu attendais juste un exploit, un but qui venait un peu de nulle part, entre guillemets. Mais si, en termes de spectacle, c'est clairement pas cette saison qu'on va retenir. Mhm. T'avais anticipé ou pas ce fracas là, suite à l'arrivée de Kylian Mbappé dans les rangs du Real Madrid? Il a contribué pour toi à la déstabilisation d'une équipe vainqueur de la Ligue des Champions et de la Liga la saison passée, tu penses? Bah, en fait, est-ce que je l'avais anticipé? Moi, j'avais dit que le Barça prendrait les trophées et que le Real ferait saison blanche. Et je parlais bien de Liga, Coupe du Roi, etc. Parce que pour moi, le Barça était quand même bien équilibré. Sur les matchs de pré-saison que j'avais vus avec Hansi Flick, c'était quand même, on voyait quand même la patte d'Hansi Flick. Il y avait quelque Mm. chose avec tous les jeunes qu'il avait. Donc, je sentais quand même un truc tourner pour le Barça. Maintenant, est-ce que Mbappé a déséquilibré? Bah, je pense pour moi que c'est un peu une totale parce que le problème que rencontre le Real pour moi cette saison, c'est que tu t'es adapté à des joueurs qui défendent pas. Et c'est la première fois que je vois ça. Tu passes en 4-4-2 en plan défensif pour laisser Mbappé et Vinicius devant, vu que tu sais que eux vont pas défendre. Alors que maintenant, tu vois que les équipes qui performent, bah, c'est des joueurs où tout le monde se donne, tout le monde vient aider tout le monde. Il n'y a pas de toi, tu es attaquant, donc tu restes devant, tes latéraux, ils doivent gérer sur le côté. Non, c'est tout le monde revient aider tout le monde. Tes ailiers aident tes latéraux, tes attaquants redescendent pour aider tes milieux. Ça permute, ça bouge. Et il n'y a pas de poste fixe, on va dire. Mais est-ce que Mbappé a déséquilibré? Moi, je pense que c'est surtout une question de globalité. Tu perds quand même Tony Kroos, ça a été dur sans lui, tu l'as ressenti. Tu as eu la blessure de Carvajal aussi. Tu as eu l'arrivée d'Mbappé où ça a été compliqué avec Vini. Les deux avaient du mal à s'entendre. Vini veut jouer à gauche, Mbappé veut jouer à gauche. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, je pense aussi qu'il y avait peut-être une question d'adaptation. Mais tout remettre sur le dos de Kylian, je suis pas d'accord. Il a eu sa responsabilité, bien sûr, bien évidemment, parce que tu vois que ça a eu du mal à s'acclimater et ça a un peu du mal collectivement. Mais tout remettre sur son dos, non, ça pour moi, c'est trop fort. Est-ce que toi, en parallèle, justement, parce que c'est intéressant le doigt que tu mets sur ce repli tactique, sur le repli défensif, est-ce que toi, à contrario, dans le PSG de cette saison, vu que ça va mieux que l'an passé, si vous êtes en finale de Ligue des Champions, c'est que forcément ça va mieux de toute façon. Est-ce que toi, tu trouves que cette perte, elle a équilibré l'équipe? Est-ce que c'est Luis Enrique qui a apporté quelque chose de différent sans ce Kylian Mbappé? Est-ce que pour toi, justement, il a servi, entre guillemets, hein, parce que c'est toujours dur de l'entacher comme ça et de dire que le PSG est meilleur sans lui, mais est-ce que tu penses que ça a été quelque chose de favorable à ce pari-là? Moi, je pense que oui, et c'est indéniable en fait. Et Luis Enrique l'avait dit lui-même la saison dernière, sans Mbappé, on sera meilleur. Ça l'avait pris pour un fou au moment où il disait ça. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que tu as eu deux périodes pour le PSG. Tu as eu la période où le PSG jouait bien, mais en Ligue des Champions, bah, tu étais dans une situation dramatique vu que tu perdais des matchs que tu méritais pas de perdre. Et là, tu sentais l'absence de Kylian Mbappé en termes de finition. Mais dans le jeu, tu étais meilleur. Mais tu sentais qu'il te manquait ce finisseur que tu n'avais pas remplacé. Et à partir du moment où Luis Enrique a réussi à retrouver cet aspect finition,
bah, le PSG va beaucoup mieux parce que tout le monde se bat, parce que tout le monde se donne, parce que Kvara, il est ailier gauche, mais tu le regardes sur les matchs de Ligue des Champions, il est latéral gauche, Ça parce défend, que ouais. ça permute dans tous les sens. Les attaquants permutent tous ensemble. Il n'y a personne qui est réellement neuf, personne qui est réellement ailier droit, personne n'est réellement ailier gauche. Et c'est comme ça que tu fais mal aux défenses adverses. Tu as réussi à ramener de l'équilibre, tu as réussi à ramener aussi de la finition, des joueurs qui redeviennent incroyables comme Dembélé qui trouve une finition exceptionnelle cette saison. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un plan tactique. Et pour mettre ce plan tactique en marche, il faut que les joueurs respectent la tactique du coach qui est mise en place. Et on le savait déjà la saison dernière, quand tu voyais Luis Enrique qui parlait avec Mbappé sur les replays contre le Barça, où il disait qu'il faut que tu reviennes défendre, il faut que tu reviennes défendre. Et ce qui est drôle, c'est que sur le match retour contre le Barça, c'est Mbappé qui revient défendre, ce qui ramène le 4e but contre le Barça. Donc, c'est justement quand Mbappé faisait ce que Luis Enrique lui demandait que ça allait bien. Luis Enrique, c'est un coach de tactique et lui, il veut des joueurs qui vont respecter sa tactique. C'est un peu comme Guardiola, de toute façon, avec City. Il avait des joueurs qui étaient intrinsèquement incroyables, mais il préférait mettre des joueurs peut-être intrinsèquement moins forts qui respectent sa tactique. Donc, oui, ce PSG, pour moi, est meilleur et c'est dû au fait que là, tout le monde se donne pour le collectif. Mmh. Au niveau des joueurs, côté Real Madrid sur cette saison, est-ce qu'il y a un mec en particulier qui t'a déçu ou pas? Qui m'a déçu, bah, j'ai été déçu de la saison de Rudiger, vraiment. Mmh. Je le trouvais vraiment très, très bon la saison dernière. Là, je l'ai trouvé quand même assez décevant. Après, est-ce que c'est un joueur en particulier qui m'a déçu? Sincèrement, je peux pas trop le dire, je pense pas, parce que pour moi, c'est plus un problème collectif, en fait. C'est vraiment un problème collectif, c'est un problème aussi de Carlo, parce que pour moi, il y a un joueur qui était incroyable à chaque fois qu'il jouait en milieu central, c'était Arda Güler. Et quand tu le fais jouer, tu le mets à droite, tu le remets 10 matchs plus tard, même s'il est bon, et tu veux pas l'intégrer vraiment dans ton équipe. Et pour moi, ça a été vraiment un problème surtout de tactique et de plan de Carlo Ancelotti, parce que tu t'es adapté à tes joueurs et c'est pas toi qui as fait adapter tes joueurs à ta tactique. Donc déjà, c'est une mauvaise idée. Et ouais, après, individuellement, c'est un peu compliqué à dire parce que collectivement, c'était vraiment trop désordonné. Donc, c'est vrai que tu peux dire que tout le monde a été décevant cette saison, mais c'est surtout le collectif pour moi. Mais Yanis, tu sais, c'est quoi le problème? C'est exactement le même parallèle que tu as fait avec Luis Enrique. Les joueurs du PSG ont adhéré à la tactique de Luis Enrique, ça a été très bon. Mais les joueurs du Real ont adhéré à la tactique d'Ancelotti et la tactique était pas bonne, malheureusement. Parce que ce qu'a montré Carlo Ancelotti tactiquement avec ce Real, je pense que ça a justement montré ses limites à ce niveau-là. Et je pense que c'est parce qu'ils ont respecté sa tactique que ça l'a pas fait. Parce que l'adaptation, je pense elle a été pas bonne du tout, notamment dans les gros matchs, parce que c'est aussi là que le Real perd sa saison. C'est tous les gros matchs pratiquement, t'en gagnes aucun. Ouais, je suis d'accord, mais pour moi, il y a une différence, c'est que Luis Enrique, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il essaye de le régler. Et sur ça, je m'explique, quand il y avait un problème de finition, il avait essayé Lee Kangin faux neuf, Marco Asensio faux neuf, Mhm. et il a essayé Dembélé faux neuf. Lui, il a essayé de trouver des solutions. Le problème, et c'est ça qui m'énervait avec Carlo Ancelotti, et je m'énervais même sur des débriefs du Real, alors que je ne supporte pas le Real, mais ça m'énervait de le voir, c'est qu'il forçait tout le temps avec le même dispositif, les mêmes joueurs, et il voulait jamais essayer quelque chose d'autre. Par exemple, tester de mettre Arda Güler au milieu de terrain, de partir avec 2 attaquants, de remettre le 4-4 de Losange avec Belly en 10 et de numéro 9. Il essayait pas de modifier quelque chose, c'était toujours son 4-3-3, il était borné là-dessus avec toujours les mêmes joueurs. Et pour moi, c'est ça qui a été problématique, c'est qu'il ne s'est pas renouvelé. Il s'est dit petit à petit, ça va prendre, mais ça n'a pas pris. Et au final, le Real, on a pris plus de plaisir à partir du moment où il savait qu'il allait partir, que Mmh. c'était la fin de la saison, qu'il est repassé en 4-4 de Losange. Là, l'équipe jouait mieux. Et tu as vu des bonnes phases de jeu sur les derniers matchs, justement. Mmh. C'est ce qu'on a débriefé, nous, c'est ce qu'on lui a reproché, hein, Thomas. Putain. Ouais, ouais. Et puis, mais après, tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'on a tous finalement on a tous vu la même chose. C'est-à-dire que mars-avril est arrivé et au final, on avait toujours absolument aucune certitude sur ce que le Real Madrid était en train de proposer. Mais voilà, la sensation c'était aussi que il fallait qu'il laisse les trois devant titulaires. Il avait presque pas le choix. En tout cas, c'est la sensation qu'on avait. Et le jour, au partir du moment où tout était perdu, où il savait aussi que son avenir était définitivement terminé au Real Madrid, il s'est dit vas-y, je m'en fous, je remets mon 4-4-2 et puis on verra ce que ça donne. Bon, mais évidemment, il était trop tard. Mais oui, c'est l'une des grandes frustrations, déceptions de la saison. Parce qu'on se dit, si dès le début de saison, il était reparti sur son 4-4-2, qu'il faisait un choix fort, parfois Rodrigo sur le banc, qui met en concurrence avec Vinicius, Mbappé, etc., sans doute qu'on aurait eu un Real Madrid meilleur. Après, est-ce que ce Real aurait été loué en Ligue des Champions? Je suis pas sûr, parce que je pense qu'il y avait des équipes meilleures, tout simplement, cette saison, collectivement. PSG, même Arsenal, c'était super. Enfin bref, il y avait
plusieurs équipes qui étaient vraiment supérieures au Real cette année, mais on aurait pu voir autre chose du Real assurément. Mbappé élu MVP côté Real Madrid, les supporters du Real ont élu Mbappé meilleur joueur meilleur madrilène de la saison. Tu valides? Je pense que sur la fin de saison, ce que fait Kylian, quand même, c'est fort. Je crois qu'il a mis quoi, 10 buts sur les 6 derniers matchs? C'est pas une stat un Oui, peu préparée? quelque chose C'est comme ça. ça, ouais. Ouais, non, franchement, sur les derniers matchs, Mbappé a été très bon. Et il faut dire la vérité aussi, sur les classicos contre le Barça, à chaque fois qu'il a joué, lui a été dangereux. Je me rappelle du classico où tu perds le match, où le Barça est à 10. Super coupe. C'est ouais, en Supercoupe, c'est Mbappé quand même qui est là et qui arrive à ramener du danger. Donc, moi, je pense que ça peut lui revenir. Après, il termine meilleur buteur de Liga. Il prend le Pichichi pour sa première saison, plus de 30 buts. Il remporte le Soulier d'or. Donc, oui, je pense que c'est plutôt cohérent par rapport aux joueurs que tu as vus. Parce que pour moi, il n'y a personne réellement qui se dégage et qui sort du lot. À la limite, Valverde, notamment sur la première partie de saison, très souvent. Courtois, Mais non. qui est Ouais, régulier. ouais, Courtois, c'est vrai aussi, Courtois. Ouais, Chouameni, 2025, très solide aussi. Ouais, mais après, Tchouaméni, il y a eu des gros passages à vide. Il était beaucoup critiqué aussi Deuxième sur le partie de début. saison, hein, vraiment. Ouais, ouais. Bah après, Mbappé aussi, tu me diras. Mais non, moi, je pense que ça s'entend. Je pense que ça s'entend et je pense aussi que peut-être c'est pour lui donner une récompense, une motivation supplémentaire. Et quand tu vois comment il termine l'année, je pense que ça peut être aussi intéressant pour le début de la prochaine. Tu vas rebondir, Rota? Non, bah, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on a plus ou moins les mêmes avis. Moi, c'est ce que j'avais mis en lumière. Valverde fait une très très bonne première partie de saison. La fatigue a un peu raison de lui au final, mais je trouve que c'est quand même l'un des joueurs les plus équilibrés sur la saison. Je suis d'accord avec Anis dans le fait de mettre Mbappé, que ce soit le choix le plus légitime parce que personne sort du lot. C'est ce qu'on disait. Moi, j'avais dit que Courtois serait l'homme de la saison parce que je savais que le Real souffrirait avant qu'elle ne démarre. Mais difficile quand même de le mettre finalement homme du match homme de la saison, pardon, malgré ce qu'il a fait parce que il y a trop de buts encaissés cette saison et forcément le dernier rempart, c'est lui sur lequel on va le plus cracher. Donc oui, je pense que c'est assez légitime de voir Kylian. C'est quand même soulier d'or, Pichichi pour la première saison, vous l'avez dit. Donc effectivement, j'aurais eu le même choix. Yanis, comment tu la vois son adaptation là, un peu à la pointe de l'attaque madrilène? Ça te convainc? Tu sens qu'il y a de la progression? Sur le début de saison, c'était compliqué. Même avec Rota, souvent dans les débriefs, on disait il joue un peu trop, il revient trop, il fait trop un peu le playmaker, il avait tendance trop à venir chercher les ballons. Je trouve que sur la deuxième partie de saison, et finalement ça corrobore aussi avec le moment où il a retrouvé de l'efficacité, où il a été le meilleur, c'est qu'il a arrêté de trop redescendre. Il le fait toujours, mais avec parcimonie et avec plus, je trouve, voilà, de variété, et c'est plus pertinent. Mais surtout, on a retrouvé un Mbappé qui se focalise aussi sur sa mission principale. Ce pourquoi le Real l'a fait venir, c'est pour planter des buts. Ouais, bah, en fait, ce que tu dis en faisant le playmaker, ça me fait rire parce que c'est ce qu'on vivait avec le PSG, tu vois? Il commençait à faire le play, ça nous rendait fous, ça nous rendait dingue. On se Parlons disait zinzin. ouais, ça rendait malade parce que tu sais que son point fort, c'est la vitesse, c'est la profondeur et après c'est la finition devant et il se mettait à décrocher. Alors des fois, il peut avoir une bonne qualité de passe et cetera, mais il y a des fois, il se loupe et c'est quand même des passes sacrément ratées. Je pense que c'est pas sa qualité première et on avait la sensation qu'il jouait pas justement sur ses qualités. Maintenant, je pense qu'il y a eu le moment aussi où il se cherchait. Il faut quand même dire qu'il a quand même pris beaucoup dans la tronche. Et moi, je tiens quand même à dire que même si oui, Kylian est beaucoup critiqué, ça, son début de saison est pas bon, tout ça. Franchement, moi, je tiens quand même à souligner la saison qu'il fait avec tout ce qu'il a pris dans la tronche, tout ce qu'il a vécu. Franchement, mentalement, c'est très, 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 très fort. Et maintenant, oui, le côté playmaker, moi, je pense qu'il faut qu'il le gomme. Après, est-ce que je suis convaincu de son poste en numéro 9? Je pense que c'est compliqué à dire. Je pense que encore une fois, pour moi, la question qu'il faut se poser, c'est comment tu joues avec Mbappé et d'autres joueurs. C'est une question d'entente. Pour moi, c'est pas qu'une question de il faut que Mbappé soit bien parce que c'est l'erreur que le PSG avait fait par le passé. Ça va être une question vraiment comment faire pour que tout fonctionne parfaitement. Vini, Mbappé, bon après Rodrigo s'il s'en va, mais toute l'équipe, que tout le monde soit bien, heureux, qu'ils arrivent à jouer tous ensemble. Et là, ça va être à Xabi Alonso de trouver. Donc, est-ce que je suis convaincu par la saison d'Mbappé? Sincèrement, non. Mais son poste de numéro 9, oui, moi, je pense que ça peut le faire. De toute façon, à gauche, il y a Vini, donc ça va être compliqué de déléger Vini de l'autre côté, par contre.
Ouais, et t'as raison de noter, c'est vrai qu'on n'en parle plus en fait, mais enfin, je veux dire, au moment septembre, octobre, où bah, tous ces débuts sont vraiment catastrophiques, hein, dans le jeu, c'est absolument mais catastrophique, mais techniquement, les contrôles, enfin, le mec, il réussissait absolument rien, il était vraiment dans le trou. C'est vrai qu'à ce moment-là, je sais pas si toi, t'étais aussi dans cette même pensée que nous, mais on en revenait à douter vraiment de est-ce qu'on va revoir un Mbappé, un bon Kylian Mbappé, un jour, je veux dire, on commençait à se poser la question, je sais pas si toi aussi, mais nous, on commençait à se dire, mais déjà, si on retrouve un bon Mbappé, ce sera pas mal. Ouais, mais après, c'est aussi le climat enfin, il arrive, c'est un nouveau club. Enfin, tu sais qu'il y a peut-être une période d'adaptation. Oui. On savait que c'était un bon joueur, tout ça, et moi, je savais qu'il allait retrouver son niveau tôt ou tard, ça, c'était sûr. Après, forcément, quand tu supportes le club, c'est plus compliqué, on va dire, de prendre le recul là-dessus. Mais non, moi, je savais qu'il allait retrouver son niveau tôt ou tard. Après, c'est encore une fois une question d'équilibre. Il ne peut pas tout faire tout seul. Le tout, c'est qu'il ne faut pas tout faire pour Mbappé, comme je l'ai dit. Ça, c'est l'erreur à surtout pas faire. Mais il y a un moment donné aussi, si tu dois faire des changements, mettre Mbappé sur le banc parce que ça va pas, bah ça, il faut le faire aussi. Il faut avoir le courage de le faire. Ce n'était pas le cas au Paris Saint-Germain. Ça n'a pas été le cas à Madrid cette saison aussi. Pourtant, il y a des moments où il aurait mérité d'être sur le banc. C'est Rodrigo, le pauvre, qui se retrouvait sur le banc alors qu'il faisait un début de saison exceptionnel, Rodrigo, et c'est lui qui sortait tout le temps. Donc, je comprends aussi peut-être pour lui le côté agacement. Mais ouais, après, on verra. Mais moi, je savais qu'il allait retrouver son niveau. Maintenant, encore une fois, ça va être une question de cohérence d'équipe surtout. Mm. Mais lui, il faut qu'il fasse les efforts par contre. Parce qu'il faut qu'il arrête de rester tout le temps devant, de se dire moi je défends pas, moi je reste que là pour essayer d'avancer, pour essayer d'accélérer. Il faut qu'il arrête de jouer sur des qualités qui ne sont pas les siennes, c'est-à-dire de faire le playmaker, chose qui m'énervait et qui vous saoule aussi apparemment. Donc il faut qu'il joue sur ses qualités, mais qu'il comprenne aussi que là, il doit jouer en équipe. Tu le vois actuellement, Riles en avait parlé aussi, il dit que les joueurs maintenant du Barça, du PSG, quand ils font un match, c'est comme si dans le football à l'ancienne, ils en avaient fait 2 ou 3 sur un match. Parce que ça court partout. Et lui aussi, ça, il doit le comprendre et il doit faire les efforts. Il y a des moments où tu prends des buts parce que Mbappé, il y a un joueur qui est devant lui, qui est tout seul et il court pas pour aller récupérer la balle ou pour essayer de le gêner alors qu'il est littéralement à 2 mètres. Et c'est ce qui ramène des buts. Donc, il faut aussi qu'il fasse des efforts parce que on peut lui trouver des arguments de défense, mais il y a aussi des choses qui sont à charge contre lui pour moi. Mais ça, on lui a souvent reproché. Et tu vois, je lui mets limite pas la faute à lui. Je la mets plus à Carlo Ancelotti parce que 2 fois en conférence de presse, Carlo, il est sorti en disant, c'est moi qui demande à ces joueurs-là de contrôler leur course parce que, et c'est vrai que ça peut aussi être un poil légitime, il le dit, des joueurs qui ont autant de puissance, qui font autant de courses à haute intensité que sont Vini et Mbappé, bah, ils peuvent pas avoir du repli défensif comme d'autres, comme un Rodrigo par exemple, parce que sinon ils ont plus la lucidité de finir comme ils le font après leur course à haute intensité. Mais là où évidemment on peut pas lui trouver de circonstances atténuantes, c'est sur l'exemple que tu viens de donner. Et moi, il m'a rendu mes zinzin de fou plusieurs fois. C'est que quand il a un mec à 2 mètres, il va même pas le presser. Juste faire ces 2 pas qui te mettent en crise de temps et qui bouleversent la première relance d'un défenseur. Ça, on lui a reproché énormément. Et après, je reviendrai juste aussi sur ce que tu as dit sur son acclimatation, etc. Il y a un truc qui est quand même intéressant dont on ne parle pas. Il y a eu ces rumeurs aussi de sa sortie en Suède, etc. C'est un gamin de 25 ans. On n'en parle pas souvent, mais tu changes de club, tu changes de culture, tu changes de pays. On te met des frasques un peu partout. Tes débuts sont difficiles. On te met ça sur le dos. Tu es une superstar. Et Kylian Mbappé, qu'il le veuille ou non, il l'a dit lui-même, il sera toujours contesté, toujours critiqué. De toute façon, il a ses fans, il a ses haters. Et mentalement, tu l'as dit, la charge comme ça, c'est un gamin de 25 ans, mine de rien. C'est un gamin. Et quand tu as tout ça, forcément, ça se ressent sur le terrain et on l'a vu. Après, la force des grands joueurs et la force de Kylian, c'est d'avoir su rebondir et de faire la deuxième partie de saison qu'il a fait. Et ça, comme tu l'as dit, c'est la preuve des superstars et c'est donné à très très peu de joueurs, je pense. Tu penses que ça peut marcher avec Vinicius, Yanis? De manière générale, est-ce que Mbappé est compatible avec une autre star à côté de lui? Parce qu'avec avec Messi, avec Neymar, on a vu au début c'était tout beau et puis assez vite ça s'est compliqué. Alors après je sais pas ce qui s'est passé concrètement dans les bureaux en dehors, etc. Mais bon, il y a eu quand même pas mal de remous. Là la première saison, bah oui, la connexion avec Vinicius ça n'a pas été bonne, ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, on a vu des bris notamment sur l'un des derniers matchs où Ouais. on a vu un petit peu de connexion mais pas suffisamment clairement sur la saison. Est-ce que tu es confiant? Tu dis dans une attaque à deux potentiellement ça peut marcher quand même? Moi, c'est le plus gros doute que j'ai. Pour moi, les deux, c'est pas compatible. Ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Ça, je le répète depuis longtemps.
Pour moi, les deux ensemble, ça va pas, même si tu t'en as parlé justement sur les derniers matchs. Il y avait eu un match où les deux ont bien joué ensemble. Ça avait ramené un beau but en plus, et une belle situation, tout ça. Donc, il y a des moments où ça se cherche. Mais pour moi, Mbappé, c'est le genre de joueur qui a besoin qu'on joue pour lui. Ça veut dire que les joueurs lui donnent les ballons, que les joueurs arrivent à lui donner des bons ballons, des bonnes passes et qui vraiment ne cherchent que Mbappé. Ça veut dire quand un joueur a la balle, il lève la tête, il regarde Kylian. Pour moi, Mbappé a besoin de ça. Et c'est compliqué parce que Vini, lui aussi, c'est un joueur, lui, qui déborde, qui est capable de faire des différences, qui est capable de marquer. Il y a des moments où Vini peut donner des ballons, il ne les donne pas, il préfère tirer aussi. Hein, donc on peut revenir sur plusieurs choses. Mais pour moi, si on parle vraiment de l'entente entre les deux, pour moi, c'est le néant absolu. C'est le néant. Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus côté Madrid. Comment tu vas réussir à faire jouer les deux ensemble? Alors, c'est possible, mais c'est vrai que sur tout ce qu'on a vu sur la saison, pour moi, c'est le truc le plus impossible à faire fonctionner. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que juste avant, tu nous as dit l'erreur ce serait de jouer à fond pour Mbappé, que l'équipe se mette à jouer autour de Mbappé, tout ça. Et en même temps, tu me dis Mbappé, il a besoin qu'on joue pour lui. Ça veut dire Ouais. qu'en gros, c'est compliqué de gagner avec Mbappé? Bah, pour moi, Mbappé, au vu de son style de jeu, c'est peut-être fort ce que je vais dire là. Je vais peut-être rentrer dans quelque chose où je vais me faire critiquer, c'est possible. Mais pour moi, Mbappé, c'est pas un joueur de collectif. Voilà. C'est large ce que je dis comme terme. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre mon point de vue, mais pour moi, c'est pas un joueur de collectif. Il n'a pas encore ce côté réellement collectif. Et ouais, pour moi, il a besoin qu'on joue pour lui. C'est compliqué parce que lui, s'il essaye de jouer en 1-2, des fois, ses contrôles, ses prises de balles, tout ça, c'est un peu complexe. Quand il est un peu bloqué, bah, il est inefficace. C'est dur. Et tu vois, quand il y a un bloc bas sur lui, il n'arrive pas à faire de différence, tout ça. Donc, ouais, moi je pense que et même lui défensivement, on fait pas beaucoup les efforts donc ouais, moi je pense que c'est un peu complexe. Maintenant, ça va être au coach, encore une fois, de ramener, ce côté-là à Kylian parce que tu es au Real Madrid quand même. Donc pour moi, tu dois dire: «Écoute, maintenant, soit tu fais ça, soit tu joues pas». Mbappé, pas Mbappé, le Real a gagné 15 Ligues des Champions sans lui, tu l'as gagné juste avant qu'il vienne. Donc c'est soit tu fais ce qu'on te dit, soit tu vas plus jouer et tu pars où tu veux, on s'en tape. Le Real pourra récupérer tous les joueurs qu'ils veulent. Le Real est l'un des clubs qui attire le plus de joueurs au monde. Quand tu poses une question à un joueur, quel club tu rêverais de jouer, il va te répondre en très grande partie Barça ou Real. Donc non, pour moi, c'est au Real aussi de mettre des choses en place pour faire évoluer Mbappé sur ce côté-là, pour son bien à lui et pour le bien du Real Madrid. Moi, non seulement je le comprends, ton avis, mais je le partage. Et c'est ça qui me vaut énormément d'insultes dans notre chat, sur nos vidéos. Tom peut en témoigner. Moi, je le partage énormément. Je vais même aller plus loin, mais on va encore m'insulter d'anti-Mbappé, ce qui n'est pas le cas. J'admire évidemment le joueur. Mais on le ressent même en équipe de France, tu vois. Je pense qu'en équipe de France, il y a une période qui est peut-être même celle-ci. Alors, peut-être pas celle-ci immédiatement, là, par rapport au match qui arrive face à l'Espagne en demi-finale de Ligue des Nations, parce que il est en plein rush, il est en forme. Mais un gars comme Marcus Thuram qui fait une vraie saison ne peut pas avoir sa place dans ce collectif-là. Un mec comme Olysée, c'est pareil, limite, on va pas le faire jouer alors que c'est quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles. Est-ce que ça desservirait pas le collectif de l'équipe de France de la même manière où ça a desservi un petit peu le collectif du PSG et où ça a réalisé aussi une perte d'équilibre à Madrid? Je suis pas encore une fois en train de mettre tout sur les épaules d'Mbappé. Je dis pas que il est nuisible pour un collectif. Ce serait trop fort de dire ça parce qu'en plus le Real, tu l'as expliqué tout à l'heure en préambule, il y a la perte de Toni Kroos qui explique énormément de mots MAUX du Real cette saison et puis aussi des performances individuelles, Bellingham, Rudiger. On va pas toutes les repasser en revue, mais il y a énormément d'individualité qui est en dessous. Mais est-ce que finalement, Kylian Mbappé, quand on voit la saison du PSG l'an passé et celle de cette saison, celle du Real l'an passé qui n'était pas très bonne non plus, mais qui en tout cas te permettait d'avoir un Vinicius avec un meilleur rendement, un Bellingham avec un meilleur rendement, un Rodrigo avec un meilleur rendement et qui, au bout, t'emmène une Ligue des Champions, qu'on en dise qu'on en veuille, même si ça jouait pas mieux, hein, franchement, sous Ancelotti, ça allait pas mieux. Et puis, une équipe de France qui, finalement, en étant aussi Mbappé dépendante, n'est pas au mieux, alors qu'on le sait, la génération qu'a la France, c'est une folie. Alors moi, j'espère qu'on va les taper avec l'Espagne en demi-finale, mais vraiment, il y a une génération pour normalement ne laisser que des miettes aux autres pays. Ouais. Et je me dis, même si c'est fort de dire il est nuisible pour le collectif, il y a une part de ça. Il doit mûrir, il doit évoluer un peu comme l'a fait Cristiano Ronaldo, où à une période, il a vu que ses dribbles ne passaient plus comme à l'époque de Manchester, au Real, où toutes ses qualités devaient être mises au profit du collectif. C'est pour ça qu'il s'est réaxé et puis qu'il est devenu le puteur qu'il est devenu par la suite.
Après, malheureusement pour Mbappé, là où je reviens sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, son poste de numéro 9, là où je suis moins convaincu, c'est que par exemple, par rapport à un CR7, on va pas comparer les deux, mais qui a réussi à migrer dans l'axe, il avait des qualités qu'Mbappé n'a pas, notamment le jeu de tête, des choses qu'il n'a pas su déployer comme Benzema l'a fait. Benzema, avant, il mettait pas une tête sur ses dernières saisons, c'est le meilleur buteur européen de la tête. Et je sais pas s'il a cette faculté, s'il aura cette faculté vraiment à développer son jeu, à mûrir et à justement servir le collectif. Et j'espère que sous Xabi Alonso, parce que je me donne quand même une deuxième saison pour juger un petit peu l'état Vini, la relation Vini-Mbappé, de me dire est-ce qu'il y a un entraîneur qui est capable de les faire fonctionner ensemble, tactiquement, de leur apporter quelque chose, de les faire aussi faire plus d'efforts. Et puis, sur ce poste de numéro 9, qu'on joue à 2 ou à 3, Mbappé ne soit plus le playmaker qu'il a été au début de saison, mais plutôt un finisseur, parce que ses qualités, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la percussion, la profondeur. Et ça, il faut qu'il exploite à 100%. Non, je vous rejoins moi sur le fait que Mbappé c'est pas un joueur qui bonifie un collectif, hein. C'est pas un joueur qui bonifie les mecs autour de lui, hein. Et c'est pour ça que pour moi la seule manière pour que ça fonctionne avec au Real Madrid et Mbappé, c'est que d'une certaine manière, oui, l'équipe va devoir jouer un petit peu à son service. On verra bien ce que ça pourra donner. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a Xabi Alonso qui arrive, Xabi Alonso qui a des idées de jeu bien différentes et un style bien différent de ce qu'on a connu ces derniers temps avec le Real Madrid. Carlo lui disait à Mbappé de pas trop se fatiguer et de se concentrer sur les tâches offensives. Xabi Alonso qui a quelques similitudes, des points de similitude notamment avec Luis Enrique, dans les idées, dans le pressing haut, dans l'envie d'être proactif, d'avoir le ballon, dès la perte du ballon, d'essayer de le récupérer dans les 10-15 secondes qui suivent. Forcément, si tu veux réussir à mettre ce plan de jeu là en place, tu as quand même besoin que ta pointe, Mbappé, fasse un minimum d'efforts. Yanis, est-ce que tu penses que avec Xabi Alonso, on va avoir la réponse presque définitive à ce que tu disais, c'est-à-dire est-ce qu'il va être capable de switcher, de faire la remise en question dont il a besoin pour être un peu plus un joueur positif pour le collectif, ou sinon ça sentira pas bon et que oui, on pourra se dire Mbappé c'est une équipe qui fait pas gagner une équipe, qui fait gagner des matchs mais pas des titres. En fait là, pour moi, tout dépend. Tout dépend quelle sera la stratégie de Xabi Alonso. Maintenant, si Xabi Alonso lui dit, écoute, moi, dans mon système, j'ai besoin que tu sois le premier à presser pour que tes milieux te suivent derrière. Il faut que tu presses. Et s'il ne le fait pas, là, pour moi, c'est licenciement pour faute professionnelle. À un moment, là, faut parler honnêtement. Si Yanis, excuse-moi, je te coupe vite fait. Tu sais la discussion que Luis Enrique a avec lui l'an passé où il lui dit t'es fan de LeBron, c'est ça qu'il lui dit, je crois. T'es fan ou de Kobe, je sais plus. Et il faut que tu sois le premier à presser pour montrer l'exemple. Est-ce qu'après cette discussion, il l'a fait, selon toi? Est-ce que tu as senti une diff ou pas? Non, mais ça, on revient sur ce que je l'avais dit justement tout à l'heure, parce que ça, c'est après le match aller contre le Barça. Et sur le match retour, et ce qui est drôle, c'est que sur ces deux matchs, il y a exactement la même scène. Il y a un corner pour le Barça au match aller qui revient, je crois, en entrée de surface, et ça donne soit un but, soit une occasion, une grosse occasion pour le Barça. Parce que Mbappé, il est à 2 mètres du joueur qui reçoit la balle, il ne presse pas. Au match retour sur le 4-1, corner joué à 2 pour le Barça, ça vient entrer de surface. Mbappé presse, il récupère ce ballon qu'il n'a pas récupéré à l'aller, ça ramène son 4e but. Donc, quand il a mis en place ce que Luis Enrique lui a demandé, ça t'a sécurisé derrière et ça t'a qualifié en demi-finale de Champions League. Donc, non, il l'a fait par intermittence, mais il ne l'a pas tout le temps fait. Et c'est ça aussi le problème que Luis Enrique avait avec lui. Et c'est pour ça qu'il était persuadé qu'on allait être plus fort sans Kylian Mbappé, parce qu'il savait que pour sa tactique, ça allait changer quelque chose. Donc, moi, je le pense sincèrement. Si tu es un joueur, quand ton coach te dit j'ai besoin que tu presses et que tu ne presses pas, tu ne dois pas jouer, peu importe comment tu t'appelles. Parce que l'essentiel, c'est le collectif. Et ce n'est pas parce que tu as Mbappé que tu dois mettre Mbappé et te dire bon, c'est Kylian, on ne peut rien lui dire. Non, c'est soit tu le fais, soit quelqu'un le fera à ta place, point barre. Maintenant, à voir si le coach peut décider, et c'est l'interrogation que j'avais avec Carlo Ancelotti, est-ce que c'est vraiment Carlo qui forçait ou est-ce qu'il n'avait pas le choix? Ça, c'est peut-être la question à laquelle on n'aura pas de réponse en fait. Bon, pour parler du mercato là, qui est en train de s'initier côté Real Madrid un peu plus de manière générale, donc il y a l'arrivée de Xabi Alonso. Il y a déjà quelques joueurs annoncés, du Heusen, du Carreras, ça va se signer, ce sera sûrement fait au moment où cette vidéo sera en ligne. On a Trent Alexander-Arnold évidemment qui arrive aussi. Il y a Nico Paz qui revient. Après ça cherche un petit milieu de terrain, si le Steeler, on verra bien si ça se conclut avec
avec le joueur allemand. T'en penses quoi un peu de ce début de mercato là, du Real Madrid? Et est-ce que tu trouves pas que c'est très bien axé dans le sens où sur le papier c'est pas du tout bling bling, on n'est pas du tout sur des galactiques, des stars, mais en même temps hein, on a des profils de joueurs qui semblent très compatibles avec le coach Xabi Alonso, et puis déjà puis on a trop de on a trop de galactiques plutôt, et donc on a besoin d'aller chercher ces mecs qui vont faire, qui vont pas avoir des objectifs individuels, qui vont être là vraiment pour faire briller le collectif. Moi, je pense qu'avec ce mercato-là, moi, je pense que le Real, la saison prochaine, ça va être une top saison et ça va être top dans le jeu. Moi, ça, je le pense vraiment sincèrement. Et sur ça, je m'explique. C'est parce que Xabi Alonso, je crois qu'il veut jouer en 3-4-3, 3-5-2, quelque chose comme ça. On sait pas. On sait pas. C'est les Il y a rumeurs des doutes qui... encore. Ouais, il y a des doutes. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose parce que déjà, tu récupères beaucoup de joueurs déjà sur l'aspect défensif. Avec la blessure de Carvajal, Vasquez, c'était pas possible. Sur le côté gauche, Fran Garcia, Ferland Mendy, c'était pas possible cette saison. Défense centrale, bon, tu as eu quand même beaucoup de blessés, donc l'arrivée de Wissem qui est très jeune, etc. Donc lui aussi, c'est un très très bon prospect. Donc moi, je pense que le mercato est cohérent et surtout pour moi, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que Alexander Arnold, on sait que Xabi Alonso veut des latéraux qui montent, des joueurs des latéraux qui vraiment participent au jeu. Et avec Alexander Arnold, sur le côté gauche, c'est qui arrive? Carreras. Carreras de Ouais, voilà. Benfica. Carrera sur le côté gauche. Donc, il y a deux joueurs qui vont être là pour monter et ramener du danger. Ce qui va peut-être, et j'en reviens encore à Mbappé, mais ça va peut-être forcer Mbappé à du coup ne plus décrocher parce qu'il n'y en aura plus besoin. Les milieux vont pouvoir écarter sur les latéraux et derrière, ça va servir tes attaquants. Donc, Kylian sera vraiment là pour terminer les actions. Arnold est capable de te mettre un ballon extraordinaire. Donc là, moi, je pense que le rôle de Mbappé, il va être clair et net. Dès qu'Arnold a la balle, appelle, cours, sprint et il va te donner. Parce qu'il va te le donner dans les pieds. Tu as besoin d'un joueur comme ça, il va le faire. Moi, je pense que ça va vraiment être ça. Mbappé aura plus besoin de décrocher pour faire le playmaker. À la limite, décrocher pour orienter, repartir et essayer de demander en profondeur. Mais je pense que là, il y a un équilibre qui va être retrouvé côté Real. Et pour moi, le mercato est très intelligent. Surtout que tu peux rentrer dans un système comme le faisait Paris à l'ancienne avec Warren Zaïre-Emery, la montée de Alexander Arnold pour que Valverde, pendant qu'Arnold monte, se remette un peu sur son côté et couvre le latéral droit en cas de perte de balle et en cas de contre-attaque. Donc moi, je pense qu'il y a un système qui va être mis en place et qui va être très intéressant. Et au vu du mercato qui est fait, moi, je pense vraiment, vraiment que ça va matcher. Et franchement, j'ai hâte de voir. Hâte de voir aussi comment il va faire pour faire jouer Vini et Mbappé ensemble. Mais je pense qu'avec les joueurs qui sont arrivés, pour moi, c'est un mercato qui est bien pensé pour se renforcer collectivement, mais aussi pour tes individualités. Ça va leur faire du bien pour leurs points forts. Donc moi, je pense que c'est très, très bien pensé ce mercato et que le Real va faire mal là déjà. Par ailleurs, Yanis, je sais pas si tu as eu écho, mais en Espagne, bon, après, il y a énormément de noms hein, qui ont été associés au Real Madrid sur ce mercato, hein, une trentaine. Hein, j'ai fait une liste, il y a une trentaine de joueurs qui ont été associés au Parle Real. même pas de Vitinha. Parle même pas de Vitinha. Parle même pas de... Bien sûr qu'on va parler de Vitinha. À combien vous nous le lâchez? On vous le lâche pas du tout là. C'est vous lâchez ça les gars. Non, en vrai, vous y croyez ou pas franchement? Non, impossible. En vrai, on vous a passé Asensio, on a été sympa. On vous a donné un gars formé chez nous, Sarabia. Faites-nous un petit geste, les gars, tranquille. Ressé. Ressé, ouais, merci pour les affaires que vous nous avez Ressé données. aussi, ouais. Ah ouais, c'est vrai, vous nous avez pris Mbappé libre et tout, magnifique. Les relations sont très bonnes entre le Real et le PSG. Ouais, ça va se négocier pour pas grand-chose, je pense. Ouais, je pense aussi 10 millions, ça va, je pense que c'est correct. Nasser, il va faire un prix à Pérez, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais il bougera pas parce que de toute façon, nous, on a quelqu'un qui s'appelle Jamel et qui a vraiment énormément d'infos sur le PSG. Et il l'a dit, de toute façon, Vitinha a prolongé jusqu'en 2029. Vitinha est heureux au PSG, il n'a pas envie de bouger et c'est impossible que ça se fasse cet été. Donc, sur le moyen terme, Vitinha ne bougera pas du PSG. Donc, désolé de casser vos rêves. Mais vous pouvez continuer de rêver, sinon vous allumez la play, vous faites une carrière, vous l'achetez. Ça va être franchement, je pense honnêtement que c'est même pas un réel nom qui est pisté par le Real parce qu'ils savent très bien que c'est pas jouable. Je pense qu'il est même pas dans les petits papiers. Mais par contre, pour la presse, c'est un bon nom pour mettre un peu de piment. Mais ah ouais, réaliste. ça c'est sûr. Mais oui, je pense que le Real est au courant que c'est impossible. Tu ne bougeras pas. Bien sûr, c'est sûr. Plus sérieusement, au milieu de terrain, tu vois un mec en particulier, tu as un nom particulier que tu verras bien s'insérer dans ce Real. Ce Real qui, bon, va perdre Modric, hein, mais qui cherche toujours un nouveau cross. Ce mec qui va gérer un petit peu le tempo, la distribution, je cours, je long. Qui fait le taf à la récupération. Ça parle pas mal de Steelers. Je sais pas si tu connais bien le garçon, si tu vois un autre profil.
Ah, pour moi, ce joueur-là, quand tu me parles de tes caractéristiques, pour moi, c'est Pedri, mais il viendra pas du coup. Euh, Vous pouvez lâcher l'affaire aussi, j'imagine. à la play aussi, Bah, j'imagine. ouais, ça va être compliqué aussi, ouais. Non, en vrai, c'est compliqué à dire parce que déjà, on ne sait pas s'il va jouer avec 2 ou 3 milieux en fonction du système, parce qu'on voit beaucoup de systèmes apparaître pour Xabi Alonso. Donc ouais, dur à dire. Franchement, j'avoue que là, dans le système du Real, j'ai pas là d'idées qui me viennent. Je sais pas si vous en avez, vous? Un milieu de terrain que vous aimeriez bien et qui est jouable? Parce que Steeler, je le connais pas de ouf. Nous, il y avait Subimendi, mais ça a l'air d'être fait à Arsenal. Ouais, Steeler, moi, j'étais comme toi. Franchement, il y a un mois, je le connaissais pas. Non plus. Et pourtant, Dieu sait que je regarde du foot, mais j'avais aucune idée. Le profil a l'air intéressant, mais là, je me fie aux rumeurs et à Tom qui a regardé ses highlights, visiblement. Mais oui, ça a l'air d'être le profil qui s'emboîte le mieux et surtout celui qui tient la corde. Mais sinon, des profils vraiment comme ça, catalyseur, un petit peu régista, qui garde le ballon, qui arrive à temporiser, alterner jeu court, jeu long. Il n'y en a pas des masses en Europe de toute façon non. qui sont susceptibles de rejoindre le Real, donc c'est compliqué. On verra bien. On parlait des mecs qui sont allés au Real, enfin du Real vers le Barça, pas forcément des grandes réussites. Par contre, on a Rodrigo qui pourrait être susceptible de quitter le Real Madrid cet été, hein. Ça parle possiblement d'une grosse vente. On sait que lui, voilà, s'il sent qu'il perd sa place et que Xabi Alonso ne le convainc pas de rester au Real Madrid, il y a des chances vraiment pour qu'il parte cet été. Tu le prends au PSG? Tu penses qu'il va partir déjà et tu le prends au PSG? Pour moi, il part et je prends au PSG, oui. Totalement. Totalement. Ouais, mais regarde, tu le prends au PSG, mais par contre, tu le mets sur le banc pratiquement. Tu le mets où dans ton 11? À la place de Non, qui? ça, tu vois, il faut avoir des remplaçants où il n'y a pas réellement de remplaçants maintenant dans le foot. Non, mais ça, Ça, ok. Mais ouais, mais Rodrigo, tu peux pas il va pas partir du Real pour aller à Paris et être remplaçant. C'est non, ça là, la c'est pas problématique. remplaçant parce qu'à Madrid, c'est le joueur qui est tout le temps mis sur le côté. Quand ils jouent tous les trois, c'est lui qui sort. C'est vraiment la seconde roue du carrosse. La différence, c'est que Luis Enrique, lui, ce qu'il fait, c'est que tout le groupe est impliqué. Il y a des matchs, tu vas jouer, d'autres matchs, tu vas pas jouer, ça va tourner, mais tu vas jouer régulièrement. Les minutes vont être bien réparties entre tout le monde. Après, c'est aussi une question de plan de jeu. Maintenant, moi, si tu me dis, est-ce que tu prends Rodrigo sans donner l'accord, demander l'avis de personne, tu appuies sur un bouton et il va au PSG, je te réponds non. Parce que pour moi, il faut que Luis Enrique le veuille. On est vraiment rentré dans un moment où l'essentiel, c'est le directeur sportif, le coach. Si le coach le veut, dans ce cas-là, il vient. Après, c'est des négociations. Maintenant, oui, le joueur en tant que tel, bien sûr qu'on le prend au Paris Saint-Germain. Et je pense que même vous, ça vous fait mal de savoir qu'il peut potentiellement partir, j'imagine. Oui. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est dommage pour le Real Madrid parce que là, il s'est pour moi vraiment, Rodrigo s'est senti la deuxième roue du carrosse en fait et c'est totalement réel. À chaque fois, c'est lui qui sort en premier. À chaque fois, même quand il est bon, Vini est dégueulasse, Mbappé est dégueulasse, c'est Rodrigo qui sort et tu comprends pas pourquoi. Donc, moi, je comprends qu'il soit agacé. Maintenant, je pense que Xabi Alonso peut quand même le conserver si il veut le garder. Je pense qu'il peut le conserver en lui disant qu'il va le faire jouer beaucoup plus et que lui, dans son système, ça va être la méritocratie ou autre. Je pense que tu peux le garder. Mais sinon, moi, je pense qu'il partira. Mais je pense qu'il partira du côté de City si jamais. Moi, je pense, comme Tom le disait, je pense qu'il va rester. Je pense qu'il va au moins tester une saison avec Xabi Alonso. J'en suis pratiquement persuadé. Maintenant, j'ai un Il avis a un des peu. garanties. Je pense que là, il a besoin de Ouais. garanties surtout. Oui, non, mais si Xabi Alonso lui dit, écoute, ça va être compliqué, je compte jouer avec deux mecs devant, ça sera Vini Mbappé, et puis tu seras en backup. Grosso modo, hein, dans les lignes, c'est jamais comme ça que ça se passe, mais s'il lui fait comprendre ça, évidemment que ce sera compliqué. Maintenant, j'ai un avis un peu partagé. Je suis absolument d'accord avec toi, notamment sur la première partie de saison. Je le disais, c'était honteux de voir Mbappé et Vini jamais sortir alors qu'ils pondaient merde sur merde à chaque match et que lui était bon. Maintenant, des mecs qui font leur pleureuse tout le temps quand ils sont au Brésil, en conférence de presse, ils parlent du Real et ils pleurent. Et puis là, ils commencent à pleurer. Ça fait 3 fois cette saison qu'il pleure, alors que sur les 22 derniers matchs, il n'a pas une stat. Je me dis, attention. Encore une fois, comme on l'a dit, comme on a fait le parallèle pour Mbappé, les joueurs passent, l'institution reste. T'es pas content, va voir ailleurs. Et l'herbe, elle est rarement plus verte qu'au Real Madrid. Les joueurs qui sont partis, entre guillemets, à leur prime du Real, qui ont fait carrière derrière, j'ai regardé dans les 30 dernières années, j'en ai pas un seul d'exemple. Pas un. Il y a eu Di Maria, je crois que j'avais donné un exemple, qui fait flop à Manchester et qui revit à Paris. Au-delà de ça, Il avait Casemiro, bien il a commencé à disparu. United quand même, Di Maria. Il s'est éteint par la suite, mais il Voilà. avait bien commencé. Mais finalement, il part en mauvais termes et pas très bien. Et finalement, tu Il y a regardes un Ozil aussi Varane, en tu vrai. regardes un Casemiro, c'est pas fou. Ouais, Il mais y a Ozil. Ozil, il a été bon. Mais qu'est-ce qu'il a glané finalement? Il a été sur le même rythme qu'au Real. Mais je veux dire, il n'a pas explosé. L'herbe n'a pas été plus verte ailleurs. Il n'a pas gagné plus de titres. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus Ouais. dans ce sens-là. Donc, ok, tu peux critiquer le Real et il y a des moments où c'était à juste titre.
Maintenant, voilà, les 22 derniers matchs, t'as pas marqué, t'as pas fait de passe D, et pourtant, tu étais tout le temps titulaire, tu étais très souvent titulaire. Il a eu du crédit par rapport à un Brahim ou à un Arda Güler. Moi, je suis Arda cette saison, j'ai quasiment aucune gâchette pendant 8-10 matchs de suite à une période. Et en plus, quand je rentre, on me colle à droite alors que je suis un joueur d'axe, j'aurais les nerfs de me dire que ouais, bah Rodrigo aussi, c'était pas fou. Tu vois, donc je suis un peu mitigé. Je suis d'accord sur le fond, notamment sur la première partie de saison. Après, Rodrigo, attention, il a apporté de très grandes joueurs au Real, notamment son but contre Chelsea, contre City. Mais voilà, en termes de stats, il y a d'autres personnes qui performaient plus que lui. Et bah, dès que ça va mal et qu'il se sent un peu aller sur le banc, c'est le mec qui allait pleurer vers la maîtresse à la récré, quoi, tu vois. Et moi, ça me gonfle un peu. Je vais juste rebondir vite fait. Du coup, je suis moins d'accord, on va dire, avec ce que tu dis, parce que faut pas oublier que sur le début de saison, comme tu l'as dit, il a été très bon et que malgré tout, bah, c'est lui qui payait les pots cassés à chaque fois. C'est lui qui Ça, sortait, oui, etc. Donc, je pense que mentalement aussi, bah, tu le vis mal. Et c'est un être humain. Il y a des humains qui vont être beaucoup plus forts mentalement. Lui, il totalement. a mal vécu. Donc, peut-être que ça a joué sur sa deuxième partie de saison où il était moins bien mentalement. Et donc, forcément, ça s'est ressenti sur le terrain. Je pense que ça aussi, ça peut s'entendre pour Rodrigo. Maintenant, c'est vrai que sa deuxième partie de saison est beaucoup moins bonne. Mais je pense aussi qu'il y a eu un aspect mental où tu as décroché, tu t'es dit, ça y est, je vais partir, je suis fort, mais je joue pas. Et pour moi, c'est pareil aussi pour Arda Güler, parce que Arda Güler, Hendrik, Brahim Diaz, ils pouvaient faire des top performances, ils vont pas rejouer pendant 10 matchs derrière. Et pour moi, c'était ça le problème, c'est que tu as eu une très, très, très mauvaise gestion, parce que tu n'as pas intégré tout ton groupe. Au PSG, Luis Enrique a intégré tout le groupe, le Barça, Hansi Flick a intégré tout son groupe, et le Real, pour moi, c'est l'un des seuls clubs qui ne l'a pas fait. Et forcément, si tu fais Totalement ça d'accord. et que tu mets que tes joueurs titulaires tout le temps, que tu calcules pas les autres, tu les fais pas rentrer, même quand il y a des 3-0, il y a des matchs où tu peux les mettre, tu le fais pas. Et donc moi, je pense que tu perds tes joueurs qui sont sur le banc. Et pour moi, ça, c'est totalement normal, c'est logique. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et je l'ai dit tout au long de l'année. Quand tu concernes pas les joueurs, quand par exemple Hendrik rentre, marque, il rentre le match d'après, il marque et qu'après tu le mets dans le coffre pendant 10 matchs, il peut pas performer parce que tu Ouais. perds ta confiance. Arda, c'était pareil et cette gestion-là, elle était plus que mauvaise. Même les changements en cours de match, le nombre de fois où Ancelotti a pas utilisé ses 5 changements, il en faisait que un ou deux, c'est toujours les mêmes. Le nombre de fois où on a rigolé où j'ai dit moi, je peux écrire les changements de Carlo Ancelotti pendant le match. Son changement de latéral gauche, c'est un truc qui me rend des zinzins aussi. Il fait tout le temps la même chose. Ça, on l'a dit à maintes et maintes reprises. La seule diff, en fait, où ça me rend un peu aigri concernant Rodrigo, c'est que, tu vois, Arda Güler, quand il était en équipe nationale et qu'on l'interrogeait, il disait, moi, je sais que le Real Madrid a un plan pour moi, je le respecte et je fais confiance. Rodrigo, quand il était au Brésil, il cassait du sucre sur le dos. Et je trouve que c'est plus en termes de com où ça me faisait chier parce que je trouve que c'est assez facile de critiquer quand tu es à distance, tu vois, et j'aime pas trop ça. Je préfère que les choses se règlent en interne. Après, il y a une donnée qu'on n'a pas, comme on le dit souvent, les données à l'entraînement de forme des joueurs qui sont pas titulaires, on les a pas. Il y a une donnée qu'on n'a pas, c'est est-ce qu'il a pas déjà fait en interne, et quand il voit que ça réagit pas, peut-être qu'il le fait médiatiquement. Ça, c'est vrai que c'est une donnée qu'on possède pas, mais ça me dérange un peu plus. J'ai l'attitude d'un gamin de 19 ans qui lui se plaint pas et dit le club a un plan pour moi, et l'autre, tu vois, qui à chaque fois, chacune de ses sorties, bah, il casse du sucre sur le club et je trouve que ça le dessert plus que ça le sert parce que Florentino Pérez, c'est ce genre de sortie-là, il aime pas du tout. À Madrid, des mecs qui crachent, pas trop fan. Mais est-ce que c'est pas l'heure justement de tout arrêter du coup alors? Aussi bien pour lui que pour le Real. Est-ce que c'est pas l'heure Peut-être, de faire ce divorce? Peut-être, ouais. peut-être. Peut-être. Mais À part si Xabi Alonso du coup. C'est ça. je pense que si Carlo, C'est lui qui a la clé. je pense que si Carlo restait, qu'il n'y ait pas de changement majeur côté Real, je pense que ça partait à 100%. Là, on verra bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que je parlais avec Benjamin da Silva juste avant, à qui j'ai fait aussi une vidéo. Il m'a fait la même remarque que Yanis sur le fait que Rodrigo, quoi qu'il fasse, c'est toujours le premier à sortir et que mentalement, ça doit jouer aussi sur le joueur. Donc, intéressant d'avoir ces deux points de vue extérieurs. Enfin, extérieurs. On a quand même les deux mecs qui commentent le plus le Real Madrid en France. Donc ça va, les mecs sont quand même bien renseignés sur le sujet, mais c'est intéressant du coup qui sort du prisme fan du Real Madrid, surtout dans ce sens-là. Pour finir sur le mondial des clubs, tu vois le Real compétitif là, tout de suite sur le mondial des clubs, avec ce mercato, l'effet Xabi Alonso peut-être, ou un peu trop tôt? Non, je les vois compétitifs, franchement. Moi, je pense que le Real, ça va prendre là. Et je pense que ça va prendre assez rapidement. Après avoir Arnold, il pourra jouer ou pas? Ils ont accepté Liverpool? Normalement oui, mais c'est pas encore officiel. C'est en égo. Bon. C'est encore un peu flou. On va dire que tout le monde est là. Moi, je pense que si, je pense que ça va prendre. Je pense que le Real va être compétitif. Je pense que ça va être mieux déjà sur le terrain que ce qu'on aura vu sur toute la saison. C'est pas bien dur. Et ça sera?
Pas bien, C'est pas bien dur. Ouais, c'est pas faux non plus. Non, mais je pense que ça va être compétitif et que ça va justement lancer la saison prochaine. Parce que forcément, si Xabi Alonso arrive, que ça se passe bien en Coupe du Monde des clubs, sans forcément la gagner, mais juste en reprenant du plaisir déjà à regarder l'équipe, je pense que ça va être une bonne chose pour la saison prochaine, où tu sais que le Real va monter en puissance derrière. Moi, en fait, cette saison du Real Madrid, ce qui est dingue, c'est que je l'ai vécu comme je l'avais vécu pour Paris il y a quelques saisons quand on avait Messi, Neymar, Mbappé, où je disais à chaque match, on gagnait, hein, mais je disais à chaque match, les gars, on est nul, on va tomber sur une grosse équipe, on va perdre, on est nul, il n'y a rien qui se passe. Et on me disait en commentaire, mais on gagne, t'es jamais content, alors que Comme t'attendais, moi. voilà, et t'attendais, c'était incompréhensible, tu vois, et moi, j'attendais juste ce match contre les gros parce que je savais que ça allait être compliqué. Et au final, bah, ça n'a pas loupé. Bayern, tu te fais taper aller-retour, tu ne mets pas un pion. Donc, à chaque fois qu'un gros arrivait, c'était dur et c'était ça le problème. Et j'ai un peu vécu ça avec le Real. C'est que le Real, tu gagnais, c'était dur, c'était laborieux par moments. Mais dans le jeu, waouh, qu'est-ce que c'était compliqué. Qu'est-ce que c'était dur. Donc, en vrai, c'est pour ça que je compatissais et je comprenais ce que vous étiez en train de vivre parce qu'on l'avait vécu juste avant. Mais non, là, je pense que ça va changer. Et ce qui est fort aussi, c'est quand même à souligner, c'est que le Real Madrid, malgré le fait que dans le jeu, ça ne soit pas fameux, tu fais finale de Supercoupe, tu fais finale de Coupe du Roi, tu as tenu le Barça dans le doute de la Liga jusqu'à J-2, fin de la fin. C'est incroyable. Et tu fais quand même quart de finale de Champions. Il y a des équipes, quand ça ne va pas, ça aussi, on en parlait avec Riles, bah, le Barça, ils font Europa League. Le PSG, on se fait sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, il y a des équipes où, quand eux, il y a une saison qui est difficile, c'est mort, hein, c'est oublié. Mais c'est là, tu vois encore que le Real, bah, c'est le Real Madrid. Donc, il manque juste ce petit truc et le Real va recartonner. Et moi, je pense qu'avec Xabi Alonso, Coupe du Monde des clubs, le Real va faire mal et ça va être dangereux. Vous le PSG. sentez comment, vous? Moi, je suis optimiste. Mais j'ai une question quand même pour toi. PSG Real. Si on se rencontre je sais pas quand est-ce qu'on peut se retrouver en quart, en demi, peut-être en finale. T'en penserais quoi? Tu serais confiant ou... Bah, en l'état, oui, je serais confiant sur un match contre le Real. Après, moi, en fait, j'ai toujours ce côté où je suis traumatisé. Parce que le Real Madrid, quand on les affronte, en fait, moi, j'ai toujours cette même phrase, c'est que je dis que si j'affronte le Real Madrid et que leur 11 titulaire, c'est latéral gauche, le cuisinier, défense centrale, les femmes des joueurs, tu vois, j'aurais peur du Real Madrid. Hmm. Parce que ça reste le Real. Je me méfie tellement, et même quand le Real joue mal, j'ai du mal à dire en pronostic le Real perd. Tu vois, j'ai vraiment ce côté-là et je pense que c'est aussi peut-être le traumatisme de tout ce que le Real a fait sur ces dernières années. Donc c'est difficile, même quand le Real joue moins bien, de les voir perdre. Je pense notamment même à la saison dernière, quand tu prends la Champions League, tu te fais ouvrir sur tous les matchs, mais tu craques pas, tu prends pas de but, et derrière, tu punis. Incroyable. Ouais, c'était terrifiant. Donc, De toute non, façon, les dernières années, c'est nos remontadas qui masquent notre jeu. Même la dernière double confrontation contre Paris, vous nous ouvrez aller-retour. ouais. C'est presque scandaleux qu'on vous sorte. En vrai, c'est une dinguerie. Mais nous, on est heureux parce qu'il y a des moments de joie. Mais si on fait des analyses vraiment à froid et qu'on prend les matchs les uns après les autres, dans le jeu, il n'y a pas grand-chose de plus que cette saison. Finalement, cette saison, c'est juste, tu as eu moins de chance en soi. Tu as eu moins de Ouais. chance que les autres années. Et finalement, bah, tous tes mots, ils sont mis en lumière. Bah, en vrai, elle se joue à quoi là, la Liga? Les deux classicos contre le Barça. Exactement. C'est tout. En vrai, quand tu regardes comme ça, c'est une dinguerie. C'est juste ça, en vrai, qui te fait perdre la Liga. C'est ouf. Donc, non, ouais, moi, je pense quand même que non, ça va aller. Ça va aller pour le Real. Maintenant, est-ce que je serais inquiet contre le Real en Coupe du Monde des clubs? Là, c'est tôt pour le dire parce que je pense sincèrement que là, bon, il n'y a pas trop de débat. Le PSG est meilleur que le Real actuellement. Là, c'est clair. Mais à voir comment ça se passera en Coupe du Monde des clubs. Mais quoi qu'il arrive, moi, je serais jamais trop surconfiant. Maintenant, je te dis la vérité, si on a gagné la Champions League, on va arriver en détente, peu importe. Mais bon. Les gens le sauront eux au moment où ils regarderont cette vidéo. Allez, j'ai une dernière question, faut que je te la pose ce midi. J'espère que c'est celle à laquelle je pense, Sam. C'est celle-là, Quentin. J'ai vu ta vidéo avec Riles sur le Ballon d'Or. Vous avez parlé vite fait de Mbappé. Ici en Espagne, moi je vis à Madrid, il y a déjà une propagande qui est en train de se lancer avec le soulier d'or, avec le Pichichi. Et c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de montrer un truc du genre, si Mbappé prend le mondial des clubs, Mbappé doit gagner le Ballon d'Or. T'en penses quoi? Non, mais jamais de la vie. Merci. On a eu un débat à 12h30 en live
Une enflammade de dingue. Je me suis fait éclater en commentaire, pulvérisé. Ah ouais, je me suis fait démonter 70-30 qui disent qu'il peut le gagner. Après, est-ce qu'il peut le gagner? Ça, c'est différent. Maintenant, est-ce qu'il mérite? Non. D'accord, on est d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Il mérite pas. Voilà. Mais il peut le gagner. Je suis d'accord. Est-ce qu'il peut? Moi, je pense que, on sait jamais. La Coupe du Monde des clubs, c'est tous les 4 ans. Tu sais pas ce qu'elle pèse réellement en vrai. Donc, peut y avoir. En vrai, c'est compliqué. En vrai, imagine l'Inter gagne la Champions. Derrière Mbappé, Coupe du Monde des clubs, meilleur buteur, meilleur joueur, il remporte le trophée. En vrai. Et il y a la Ligue des Nations. Ouais, il y a la Ligue des Nations aussi. En vrai, moi, je pense, c'est vrai que quand même, quand il pense. Mais t'imagines s'il le prend cette année, c'est un scandale. On peut dire ce qu'on veut, il peut pas le prendre cette année, c'est une dinguerie. J'adore Kylian, mais si tu le prends là, quand Paris, tu te barres de Paris qui joue mieux, tu vas au Real, pas tu le détruis, mais le Real est moins bon, tu fais aucun gros titre, une Coupe du Monde des clubs. Où c'est que tu vas jouer Salzbourg, Gallial, mes couilles? Non, tu peux pas. C'est pas normal, ça serait fou. En vrai, ça serait fou. Ça serait fou. Mais c'est vrai que, en vrai, la question peut se poser. Tu te demandes comment les journalistes vont voter, en fait. Parce que ça, faut pas oublier, c'est des journalistes, tu vois. Donc, est-ce qu'il le mérite, même s'il finit meilleur joueur, meilleur buteur et qu'il remporte la Coupe du Monde des clubs? Pour moi, non. Ça, pour moi, je suis ferme là-dessus. Mais est-ce qu'il y a un monde? En vrai, je pense qu'il y a un monde. Ouais, je pense que tu gagnes le débat du coup, Tom, parce que c'est vrai que la question, et c'est là où en fait on était différents, c'est Tom dit qu'il peut le gagner, et moi je dis qu'il le mérite pas. Et finalement, c'est vrai que je réponds pas tellement à la question, mais ok, c'était intéressant d'avoir ton avis. Moi, je pense que celui qui a le plus les cartes en main pour prendre le Ballon d'Or, c'est Dembélé. Ligue des Champions, oui. Ligue des Nations aussi, Mondial des clubs aussi. Ouais. Honnêtement, s'il performe sur les 3 grands rendez-vous qui restent au PSG, je pense qu'il le prend au-delà de Lamine Yamal qui n'aura pas le mondial des clubs. Mais comme tu dis, Yanis, on ne sait pas trop ce qu'elle pèse vraiment cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, quel impact elle aura réellement. Parce que ça reste quand même le dernier événement de la saison avant le Ballon d'Or, plus tous les 4 ans. Donc on verra bien. On verra bien. Je vote quand même Lamine. Il y aura le début de saison aussi, tu vois. Oui. Il y aura aussi la Super Coupe si jamais le PSG passe aussi. Donc, à voir. Mais je pense que là, le gros débat, de toute façon, c'est Lamine Yamal, Ousmane Dembélé. Après, aujourd'hui, oui. Ouais, aujourd'hui, oui, c'est sans débat. Tu rentres pas Rafinha dans la danse quand même? Non, pour moi, c'est fini, je pense, Rafinha. Je pense que c'est compliqué parce que justement, on en parlait dans la vidéo Ballon d'Or avec Riles. Et lui, ce qui m'a fait noter, et j'y avais pas pensé en fait, moi sur la vidéo, il me choque vraiment parce que pour moi, si on gagne la Ligue des Champions, c'était Dembélé Ballon d'Or, sujet clos, terminé. Mais en fait, non, il me dit c'est des journalistes et il m'a dit regarde les réactions. Genre quand Paris gagne, ça dit Paris est incroyable, mais quand c'est le Barça, c'est Lamine. Donc Lamine reste dans les têtes, tu vois, et sa double confrontation contre l'Inter, elle reste dans les têtes. Donc à voir ce que voteront les journalistes dans 3 mois. Mais non, je pense que là, s'il y a un joueur qui le prend côté Barça, pour moi, là, ça sera Lamine Yamal. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu 3 joueurs qui ont eu leur temps. Il y a eu Rafinha, derrière Pedri, derrière Lamine Yamal. Totalement 3 joueurs ont eu leur temps, c'est une dinguerie. Et par ailleurs, pour donner peut-être même une indication sur la tendance, la Liga, là, ils ont fait un vote populaire sur le meilleur joueur de la saison en Liga. Bon, le premier, c'est Mbappé, parce que tu as tous les supporters du Real qui ont lancé une grosse campagne. Le deuxième, c'est Lamine Yamal qui a 36, Mbappé 45, Lamine 36, et Rafinha, il a 3% de vote, tu vois. Donc... meilleur joueur de Liga, sincèrement, j'aurais mis Pedri, moi, perso. Moi aussi. Ouais, Pedri ou Rafinha. Parce que c'est plus un joueur de l'ombre. Mais après, pareil, il y a la légitimité d'Mbappé, tes Pichichi, tes souliers d'or, mine de rien. Ouais. Tu mets un paquet de pions, donc ça me choque pas des masses, même si Pedri, c'est le genre de milieu de terrain oublié, alors que c'est la grande Après, ouais, si ça dépend ce que tu regardes. Si tu regardes que les stats ou... Ah, mais c'est ce que les gens regardent. Ouais, c'est ça le problème. Mais après, dans le football moderne, pour moi, les stats, ça veut strictement plus rien dire. Et c'est pas parce que tu marques pas sur un match que ça y est. C'est pas parce que tu states pas sur un match que c'est la fin. Il y a eu beaucoup de matchs où Guevara, regarde sur le match contre Arsenal. Guevara, il state pas. Pourtant, sur tous les buts contre Arsenal, il est sur l'action. C'est lui qui récupère le coup franc sur le but de Fabian Ruiz. Sur le deuxième but, c'est lui qui vient dévier le ballon sur le corner d'Arsenal après la frappe de Saka arrêtée par Donnarumma. C'est Guevara qui le dévie. C'est Guevara qui vient reprendre le ballon dans les pieds de Saka dans la surface. Il resserre, on lui remet sur le côté gauche, il centre pour Dembélé qui remet Hakimi qui marque. Il n'est pas dans les stats, mais il est sur les 2 buts. Les deux, il y a que les puristes qui voient ce genre de jeu. C'est un peu comme les numéros 6 à la Casemiro à l'époque où tu voyais pas son travail de l'ombre et jamais il aurait été récompensé individuellement. Mais évidemment que c'est ultra important. Mais après, là où je rejoins Tom sur le peut gagner le Ballon d'Or pour un Mbappé, il a raison.
quelque part, c'est que la hype Mbappé, elle sera plus présente qu'un Rafinha, par exemple, comme on le dit, qu'un Pedri évidemment, qu'un Salah même, même si maintenant il est éloigné des débats, mais c'est sûr que s'il finit sur des bonnes notes, il y a un monde. Il y a un monde. Franchement, ouais, parce que tu sais pas, en fait, on sait pas ce qu'elle pèse, on sait pas ce qu'elle vaut. Donc, et il faut pas oublier que les journalistes peuvent garder ça dans la tête, hein, parce que les votes sont dans 3 mois et c'est ce qui va être marquant, c'est ce qui va rester dans la tête des journalistes à ce moment-là. Et si tu fais Pichichi, Soulier d'or, Coupe du monde des clubs, après, bon, tu rien gagné sur la scène nationale quand même cette saison, donc ça serait quand même pas mérité pour moi, je le répète, mais pour moi, c'est vrai que je me dis qu'il y a peut-être un monde où les journalistes font quelque chose pour lui. Ouais. Ça, je vous rejoins tous les deux, du coup, en fait, sur ce point-là. On est tout d'accord finalement, tous les trois sur le sujet. Bon, merci beaucoup Yannis, c'était un grand kiff de te recevoir sur Alphonse et de papoter là sur l'actu du Real avec des petits parallèles avec le PSG, c'était super cool. Merci beaucoup à toi. L'immigré parisien évidemment sur la chaîne YouTube, mais je pense que tu es déjà en terre conquise et j'avais lancé sur mes lives, j'avais lancé, vous voulez que j'invite qui alors il y avait Riles, il y avait toi, il y avait le poteau aussi Thomas Chronique Foot, les trois, c'était une dictature. C'était une dictature dans les... C'était une dictature. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir d'être là avec vous. Cool de parler comme ça. Les discussions, ça passe trop vite. On voit même pas le temps passer en fait quand on discute comme ça. On aurait pu rester encore 2 heures. Je t'ai dispo en plus. On se refera ça. Avec grand plaisir. Franchement, c'était un plaisir d'être là avec vous. Avec plaisir. Sur ce, passez une bonne journée, bonne semaine, peu importe selon le moment où vous nous regardez. Prenez soin de vous, puis on se dit à très vite. Ciao. Ciao.